L'Ukraine, vous le savez, joue gros aujourd'hui. Ça se passe en Floride, dans la résidence de Donald Trump. Réunion au sommet, avec autour de la table les hommes du président. On peut les appeler comme ça. Son gendre, bien sûr, mais également un admirateur de Vladimir Poutine. Un casting sur lequel on va revenir. Une rencontre qui s'annonce difficile. Objectif, obtenir des concessions des Américains sur leur plan de paix, on le sait, favorable à Moscou, et négocier, surtout, si possible, des garanties de sécurité. On retrouve tout de suite sur place nos envoyés spéciaux Thomas Misraki et Morgan Pope. C'est cette nuit qu'est arrivée la délégation américaine en Floride, emmenée par Rusten Umerov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien. En fait également partie le chef des renseignements d'Ukraine. Leur mission sera double. D'abord, s'assurer que l'esprit du plan de paix en 19 points rédigé la semaine dernière en Suisse par les Américains et les Ukrainiens soit respecté. Il s'agira aussi pour les Ukrainiens de préparer la suite et une éventuelle consolidation d'une nouvelle version de ce plan de paix avant que Steve Witkoff ne se rende de nouveau à Moscou. L'émissaire américain de Donald Trump doit y rencontrer Vladimir Poutine pour la 5e fois. Il fera d'ailleurs partie de la délégation qui rencontrera les Ukrainiens ici en Floride, tout comme Marco Rubio, le secrétaire d'État, ou Jared Kushner, le gendre du président des États-Unis. Merci beaucoup Thomas, merci à Morgan Pope qui vous accompagne. On vous retrouve bien évidemment tout au long de ce LCI midi. Je vous parlais du casting étrange autour de cette table des hommes du président. Brandon, il y a Marco Rubio, il y a Steve Witkoff et il y a également le gendre de Donald Trump. Et dans ces trois-là, il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement. Mais commençons d'abord par ce triptyque. Effectivement, et Jared Kushner et donc Steve Witkoff qui poursuivent le rang des négociations. Il y a eu déjà une première rencontre la semaine dernière à Genève. Ils vont retrouver la délégation ukrainienne aujourd'hui. Ce sont des hommes qui parlaient jusque-là, surtout Moyen-Orient, qui parlaient avec Vladimir Poutine. Steve Witkoff, plus besoin de le présenter, c'était celui qui était chargé du dossier du Moyen-Orient. Et puis, c'est l'un des rares, sans doute peut-être le seul, qui peut avoir des tête-à-tête avec Vladimir Poutine, qui a rencontré ces derniers mois le chef du Kremlin, vous le voyez ici, notamment à Saint-Pétersbourg le 11 avril. Et puis, Jared Kushner, lui, eh bien, il s'est greffé un peu tardivement aux négociations, notamment pour la paix en Ukraine et en Russie. Il était surtout très actif durant le premier mandat de Donald Trump, entre 2017 et 2014, puisque c'était l'émissaire envoyé au Moyen-Orient. Alors, Steve Witkoff et le gendre du président ont une vision très particulière, on va dire ça comme ça, du plan de paix et la façon dont il faut traiter la Russie. Effectivement, si on en croit les indiscrétions de nos confrères du Wall Street Journal, on apprend qu'au cœur de la paix, il y a le profit que les entreprises américaines soient en mesure, une fois la guerre terminée, eh bien de faire fortune. Steve Witkoff qui dit au Wall Street Journal, il parle d'un avenir, vous le voyez, entre des relations commerciales, la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Et il y a aussi cet objectif de relancer l'économie russe qui pèse quand même beaucoup, 2000 milliards de dollars au total. Et bien grâce à quoi? Grâce à des entreprises américano-russe. Il y a aussi au cœur des discussions un portefeuille en question, 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés par la Banque centrale de Moscou. Et bien tout ça que la Russie souhaiterait céder donc aux États-Unis grâce à la fois à des projets d'investissement et puis notamment grâce à la reconstruction de l'Ukraine. Tout ça, vous l'imaginez bien, sous l'égide des États-Unis. Alors il y a Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds souverain russe, qui a fait miroiter aussi des projets américano-russes très lucratifs. Grand ami de Witkoff, hein, d'ailleurs, oui, le personnage. grand ami, avec notamment... Le plus américain des Russes. Le plus américain des Russes. Et notamment un projet, c'est l'exploration de minéraux en Arctique, avec aussi, et c'est sans doute la chose la plus surprenante, c'est un projet commun autour de SpaceX, entre les États-Unis et la Russie, avec une mission importante, eh bien, c'est d'aller en direction de Mars. Américains et russes. Ce qui change aussi, alors par rapport à la semaine dernière, parce qu'ils vont se retrouver, eh bien, ce sont des discussions
surtout une conversation téléphonique entre Steve Witkoff d'un côté et le conseiller diplomatique du président Poutine, Ushakov. C'était donc une révélation de nos confrères de Bloomberg, une discussion téléphonique qui laisse sans doute voir une certaine proximité entre les États-Unis et la Russie, ce qui pourrait donc, avec cette nouvelle rencontre aujourd'hui, muscler les discussions. Merci beaucoup, Brandon, pour ce point très complet et très utile, bien évidemment. Vous écouterez Steve Witkoff dans quelques instants, puisqu'il vit visiblement une véritable passion avec Poutine. Je crois 5 fois. C'est l'un des rares sur cette planète à avoir rencontré 5 fois, en temps de guerre en plus, Vladimir Poutine en tête-à-tête. Vous avez vu le bloc, il s'inscrit. L'Ukraine face aux prédateurs, les hommes du président Trump. La partie va être difficile parce qu'en fait, c'est ça le plan américain. Mais c'est de mettre toute l'Europe au menu, en fait. Donc il ne veut pas qu'on soit à la table, mais qu'on soit au menu. Quand vous regardez, par exemple, c'était cité à l'instant, les 300 milliards d'actifs gelés de la Russie. Nous, les Européens, on aimerait que ces fonds servent à reconstruire l'Ukraine, que la Russie paye pour ce crime d'agression. Ce que proposent les Russes par l'intermédiaire des Américains, c'est que ça reconstruise l'Ukraine, mais sous la gestion concertée de l'Amérique et de la Russie. Donc la Russie garderait l'argent. La deuxième chose, c'est que quand on parle de SpaceX ou encore de l'exploitation de minerais, c'est que la Russie, non seulement on mettrait fin à des sanctions, mais même qu'on lui apportera ce qui lui manque, des capitaux techniques et des technologies qui lui font défaut. Aujourd'hui, la Russie se tourne parfois vers la Chine pour exploiter certains de ses minéraux, par exemple. Si ce sont les Américains qui le font, ça veut dire que non seulement ils contribuent à relancer l'économie russe, mais en plus de ça, dans la tête des Américains, ils détachent la Russie de la Chine. C'est ça ce qu'ils veulent. Trump. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est évidemment. ce que veut Donald Trump. Et qui seraient les premiers à en pâtir, ce serait nous. On aurait, vous parliez de prédateurs, on aurait les prédateurs russes et américains ligués ensemble contre nous. Ça explique aussi pourquoi on n'est absolument pas autour de la table des négociations. C'est presque à visage ouvert qu'avance l'Amérique de Trump dans ces discussions. Est-ce que ce qui se passe en ce moment même en Floride, c'est une façon d'avoir les Ukrainiens on dirait à leur pogne, pour en faire ce qu'ils veulent, sans les Européens, une façon de tordre le bras d'une Ukraine, et on peut y revenir si vous êtes d'accord, en grande difficulté aujourd'hui, diplomatiquement, sur le terrain? On voit dans les négociations qui ont lieu qu'il n'y a pas des réunions communes. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a vu une réunion commune, c'était le 18 août à la Maison-Blanche. Il y avait les Européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Les dernières négociations qu'il y a eu, notamment à Genève, chacun est dans une salle différente. Les Américains avec les Ukrainiens voient les Européens, mais à part. Et donc tout est fait quelque part pour isoler en quelque sorte les Ukrainiens dans ces négociations. Donc il y a des ping-pong, mais personne ne se retrouve ensemble dans la même salle, et on voit la volonté américaine de ne pas trop s'embarrasser avec les Européens, ou en tout cas de les solliciter uniquement quand ça les arrange. Et là, Hélène, de recevoir les Américains avec forte affaire autour de la table, c'est une façon de les isoler encore un peu plus. Je le disais, de leur tordre le bras. Si on arrive à un accord là, nous, on n'existe même plus, et en fait, on sera devant le fait accompli. Mais c'est pour ça qu'il y a par exemple, Volodymyr Zelensky aussi est reçu lundi à l'Élysée. Il va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Il est en permanence, et c'est ce qu'il dit encore ce matin, en train d'échanger avec les Européens. Ce matin, c'était le président finlandais, pour justement éviter ça, essayer de faire en sorte que systématiquement les Européens aient leur mot à dire. Et c'est aussi un soutien pour les Ukrainiens. Donc ils essaient d'y aller en commun, mais on voit que c'est pas évident. Effectivement, les États-Unis, dans cette histoire, ne cherchent pas à arranger la situation des Ukrainiens et des Européens. Effectivement, on voit que les Russes ont vraiment trouvé comment parler aux États-Unis. C'est-à-dire, ils ont fait en sorte que les États-Unis ne les voient pas comme un ennemi militaire, mais plutôt comme un potentiel partenaire économique. Vous faites bien de le dire. Je vous laisse la parole, Jean-Antoine, dans un instant. Oui. Je voudrais qu'on écoute Steve Witkoff. Juste après une énième rencontre avec Vladimir Poutine, voilà ce qu'il dit du chef du Kremlin. Qu'avez-vous pensé de lui ? Je l'ai bien aimé. Selon moi, il a été franc. Je ne considère pas Poutine comme un mauvais type. C'est une situation vraiment compliquée. Jean-Antoine ? Le fond et la forme, bien évidemment, parce que, je le rappelle à nos téléspectateurs, cet homme-là est autour de la table, c'est l'ami, le confident et l'envoyé spécial de Donald Trump. On peut même presque dire que c'est son mini-moi.
De son mini-mois. d'Austin Power. Steve Witkoff, quand même, si on revient sur l'histoire, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec les Russes même avant 2016. Il y avait des partenaires, même avec la mafia russe d'ailleurs, il y avait des choses un peu troubles qui se sont passées, et toujours dans le domaine qui est le sien, c'est la promotion immobilière, l'immobilier, etc. 2016, les écrits de Trump ont pris des contacts avec les Russes, et puis on est passé après 2025. Et entre les deux, il y a eu la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, c'est quand même perturbateur par rapport à si on se met dans cette continuité d'avancer avec un motif économique derrière de tous les gens qui travaillent autour de Trump, on voit que la guerre en Ukraine, c'est un obstacle. Trump dit, c'est pas ma guerre. Trump dit, j'arrête cette guerre en 15 jours, ou en 24 heures, en 25 jours, 100 jours, et je l'arrête comment ? En faisant du business. Et on est dans ce déroulé-là. Et après, on a un jeu de rôle entre Vladimir Poutine, et même Donald Trump. On peut même se demander si les dialogues ne sont pas plus ou moins écrits à l'avance. Puisque finalement, ils se renvoient la balle des arguments et on ballotte au milieu l'Ukraine, les Européens qui essayent d'être présents à la table de négociation, mais qui pour l'instant sont en train de regarder le menu se dérouler. Et on a ce jeu qui se joue actuellement. Et c'est là que le rôle des Européens est très important. Parce qu'on voit quand même que les Européens... Oui, mais on a l'impression d'être même pas la 5e roue du carrosse, la 12e roue du carrosse. On court, mais on n'arrive pas à attraper Mickey. Zelensky a quand même compris le jeu et il ne veut pas apparaître comme celui qui est monsieur Niet, si je puis me permettre, c'est-à-dire refuser les propositions, mais il voudrait que ça soit la responsabilité des Russes. Et les Européens au milieu, ils essayent d'apporter leur appui à Volodymyr Zelensky, tant sur un plan matériel, mais surtout sur un plan diplomatique. Et on voit que, effectivement, ça joue un petit peu. Mais jusqu'à quel point ça peut jouer par rapport à la convergence des volontés des deux autres, c'est l'interrogation qu'on peut se poser. Alors, ce qui nous intéresse... Oui, pardon, Hélène. Non, je disais sauf qu'on ne parle pas du tout la même langue. Non, on ne parle pas la même langue. On parle droit international, frontières, etc. Absolument. Et que de l'autre côté, c'est pas du tout le même problème. Pas du tout le même problème. Et en plus, dans ce contexte, alors on va rajouter quelque chose qui n'est pas en faveur, malheureusement, des Ukrainiens, c'est, regardez les images qui vont suivre. Andriy Yermak, c'était le chef des négociateurs ukrainiens, c'est celui qui a été de toutes les négociations. Il ne sera pas là, bien évidemment, parce qu'il a été limogé, évincé, il y a un peu plus de 48 heures par Volodymyr Zelensky sur fond de graves soupçons de corruption, un scandale qui touche l'Ukraine, un de plus à plus de 100 millions d'euros. Et voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, le chef démissionnaire, c'est bien écrit, de l'administration présidentielle ukrainienne. Est-ce qu'il ne devrait pas se taire? Et dans ce contexte, est-ce que les Américains ne vont pas en profiter? Oui, c'est sûr que ça n'aide pas. Alors déjà, les Américains détestaient Andriy Yermak. Surtout que Yermak, j'ouvre une mini-parenthèse, il s'était fait connaître déjà aux États-Unis parce qu'il avait participé de ceux qui voulaient mettre la pression sur Volodymyr Zelensky pour pourrir la campagne de Joe Biden. Et Zelensky s'était refusé à l'époque. Pour revenir maintenant à l'instant présent, Yermak a été évincé par Zelensky aussi pour faciliter la place de l'Ukraine dans les négociations. Beaucoup critiquaient le fait qu'on ait un canard boiteux en la personne de Yermak, extrêmement puissant jusqu'à il y a 48 heures en Ukraine, mais détesté par la population et qui avait un peu une odeur de soufre auprès des négociateurs internationaux. Il incarnait l'idée que l'Ukraine serait un État corrompu. Et évidemment, Zelensky, lui, fait le ménage maintenant, parce qu'il sait très bien que l'argument numéro 1, pour terminer là-dessus, des Russes à l'égard de l'opinion publique internationale, serait de dire que l'Ukraine est un État corrompu et qu'on est un État corrompu. Donc, Zelensky fait le ménage et Yermak devrait peut-être se taire. Vous pensez la même chose, Hélène? C'est-à-dire que c'est l'homme de trop, il ne fallait pas qu'il parle. Et puis la question, c'est, on sait, l'administration Trump avide de tous les défauts, avide de toutes les faiblesses. Et là, pour l'Ukraine, c'est une faiblesse et ils peuvent s'en servir. On sait que Biden avait dépêché au tout début de cette guerre une équipe de la CIA à Kiev pour pouvoir surveiller, que ça avait même fait l'objet de discussions, de polémiques au Sénat américain sur où va notre argent. Oui, mais Volodymyr Zelensky l'a redit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Alors, il parlait de la Russie, il disait la Russie attend qu'on commette des erreurs, mais ça pourrait être valable aussi pour les Américains. Il n'y avait pas de bonne décision pour Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire que se séparer d'Yermak, c'est quand même se séparer d'un de ses principaux soutiens, de quelqu'un qui lui servait de bouclier, etc. Un ami infidèle. Un ami infidèle, et c'est important dans une situation de guerre et de difficulté comme celle-là, y compris quand on est un dirigeant humainement.
Mais de l'autre côté, effectivement, ça va lui permettre de ne plus prêter le flanc à toutes les critiques qui pouvaient venir aussi bien de la propagande russe, mais aussi qui pouvaient trouver un écho aux États-Unis sur, voilà, vous l'avez dit, sur le fait que si on aide l'Ukraine, de toute façon, à quoi ça sert? Regardez, ça ne va pas où ça devrait aller. Donc là-dessus, il écarte les critiques. Maintenant, il va falloir trouver quelqu'un. Alors pour l'instant, c'est Rostem Umerov. On va voir ce que ça donne pour. Il y a aussi des problèmes d'ailleurs de corruption. Il y a aussi, voilà, pour l'instant, il a retiré une partie du sparadrap, mais enfin, ça peut revenir. Et on l'a vu que même en Europe, le chancelier allemand s'est interrogé. On a discuté avec Zelensky. Hier, vous avez le Premier ministre polonais qui s'est également inquiété de ces problèmes de corruption, des répercussions sur les opinions publiques. Et la presse ukrainienne aussi dit attention, parce que retirer Yermak, c'est une chose, mais s'il avait construit un système, c'est ce que soupçonnent les enquêteurs. Donc, c'est pas seulement sur une personne que ça reposait. Et il en sera peut-être également question demain à Paris, rencontre entre le président Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi faire ? C'est, je crois, presque la 10e visite du président ukrainien depuis le début de cette guerre, et on n'a pas grand-chose en fait. Nous, coalition, nous Français, à offrir à l'Ukraine, malheureusement. On va écouter Jean-Noël Barrot. Il s'est exprimé ce matin, très longue interview, notre ministre des Affaires étrangères, chez nos confrères de la Tribune du dimanche. Voilà ce qu'il dit. Vladimir Poutine doit accepter le cessez-le-feu ou se résoudre à exposer la Russie à de nouvelles sanctions qui épuiseront son économie. Aurélien Duchesne, ça paraît bien faible. Sur le cessez-le-feu, justement, un des intérêts que Zelensky a à parler à des chefs d'État comme Emmanuel Macron, c'est qu'on imposerait l'idée d'un cessez-le-feu. Parce que les Russes veulent un traité de paix. Sans cessez-le-feu, ils veulent l'imposer et faire plier l'Ukraine. Nous, on veut imposer un cessez-le-feu et négocier ensuite. Et comme vous dites, ça paraît bien faible. Je prends un exemple. Déjà, l'aide prévue par la France pour l'Ukraine l'an prochain, c'est 120 millions d'euros. C'est 0,005% du PIB. Donc l'effort, c'est pas non plus de l'économie de guerre. La deuxième chose enfin, c'est que si Emmanuel Macron ou un autre chef d'État européen voulait vraiment peser dans la balance, il pourrait faire la chose suivante, c'est d'annoncer que la France, de manière bilatérale avec l'Ukraine, s'engage sur des garanties de sécurité. Ce que pour l'instant, chacun se dit « Ah non, on va le faire au niveau européen, au niveau de la coalition des volontaires, toi d'abord. » Voilà. On va se mettre autour du plus petit dénominateur commun. Donc si Emmanuel Macron, Keir Starmer ou Friedrich Merz ne sont pas capables chacun de dire « Moi, à mon niveau, en tant que pays, je suis prêt à une garantie de sécurité pour l'Ukraine », c'est qu'on n'est pas prêt de le faire, et les Américains le savent très bien, et du coup, ils reprochent aux Européens le fait qu'on ne fasse pas de propositions concrètes. Jean-Antoine Duprat, en fait, quand Volodymyr Zelensky vient en France, il essaye de trouver une bouée de secours, un rempart face à l'ogre Trump, et peut-être même celui de Poutine, et cette coalition bizarre entre les deux pays pour le faire plier. Oui, ça sert encore à quelque chose de venir en France. Il est dans une zone, je dirais, de sécurité par rapport à son espace de négociation. Il a des alliés, incontestablement. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très vrai, Hélène Bonnet, on parle pas le même langage. C'est-à-dire que nous, les Européens, on fait référence en permanence au droit international, et de l'autre côté, on a des coalisés entre les Américains et les Russes qui ne sont pas du tout sur le même schéma. Alors, c'est vrai que c'est quand même important de revenir au droit international, parce que malgré tout, et on le voit d'ailleurs dans les deux plans, le plan en 19 points, il recadre vers le droit international. Il remet la notion des garanties de sécurité au milieu. Mais après, derrière, comment ça se concrétise ? Et effectivement, aujourd'hui, on voit pas trop, on est en ordre dispersé. Et on dit, on veut bien apporter notre garantie, mais il faut que les autres l'apportent aussi. Et si on agit, ça va être en coalition. Et on voit la difficulté de la coalition. Donc on est en permanence dans ce domaine-là. Mais il n'y a pas de leader. Voilà, exactement. Tout le monde réclame chez nos chefs d'État le poste de leader, exactement. Mais personne n'y va vraiment. Personne ne l'assume vraiment. Et c'est pas la présidente de la Commission européenne, malheureusement, qui aujourd'hui peut faire cet office. Oui, et d'ailleurs, Jean-Noël Barrot disait ça, effectivement, qu'il faut les garanties de sécurité, s'assurer que les Européens, on parlait des avoirs gelés tout à l'heure, ne soient pas écartés de ces décisions. Mais effectivement, on ne parle pas le même langage. Et sur les garanties de sécurité, les Américains, la semaine dernière, disaient ne s'engageaient pas sur les garanties de sécurité. Ça serait d'ailleurs l'objet, semble-t-il, de la réunion de Floride. Mais bon. Mais d'abord un accord et ensuite des garanties de sécurité. Mais pour nous, ça ne sera pas un avantage. En fait, on a
pardon, en fait, on a le sentiment que là, comme ailleurs, ou comme dans d'autres dossiers, on parlera de l'hégémonie d'ailleurs américaine sur un autre continent, l'Amérique du Sud, on a l'impression qu'on ne compte plus, en fait. C'est qu'on ne le veut plus surtout. Enfin, c'est une affaire de volonté à la base. Quand, encore une fois, on parle depuis plus d'1 an maintenant d'une coalition des volontaires à 24 avec l'idée de mettre des troupes de rassurance en Ukraine et qu'on n'est toujours pas capable d'avoir un accord au moins opérationnel. Qui met combien de troupes? Qui met quoi? On peut le faire. On a des états-majors compétents pour le faire. On ne le fait pas. Et la dernière chose, on ne veut pas peser, par exemple, vous parlez des actifs gelés, là aussi on a encore des réserves pour peser sur la Russie et surtout montrer aux Américains que nous on n'est pas prêt de lâcher. Et sauf qu'à chaque fois, nous, on est comme un lapin pris dans les phares. Pour terminer là-dessus, on attend que Trump et Poutine nous imposent des faits accomplis diplomatiques et on se réunit tous en cercle pour condamner et dire qu'on a perdu les moyens. Mais si Trump arrive à tordre le bras à Vladimir Zelensky et quelque part aussi grâce à Poutine, on sera devant le fait accompli en fait. Et il faudra, vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'on paye une partie de l'addition. Et il faudra qu'on paye une partie. Mais c'était même marqué dans les 28 points. Clairement, on mettait 100 milliards au pot, je crois. 100 milliards en plus. 100 milliards en plus. Voilà. Alors, en plus, c'est une vision différente. C'est-à-dire que Trump est convaincu, il dit, la paix, on va l'obtenir par les deals. C'est-à-dire qu'on va faire du business avec la Russie, puis automatiquement, ça va être la paix, on va organiser tout ça. Il oublie la Chine, d'ailleurs. Alors, la Chine, d'ailleurs, qui regarde ça certainement avec un certain intérêt, quand même. Hein, parce que la dissociation entre la Chine et la Russie, c'est pas évident. C'est un rêve, hein, selon les spécialistes. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'agrandissement du fossé entre l'Europe et les États-Unis et l'affaiblissement de l'OTAN. Et que ferait l'OTAN, d'ailleurs, à l'avenir? Parce que plus personne ne veut de l'OTAN, finalement. Hein, les Russes n'en veulent pas, mais les Américains, apparemment, ils n'en veulent que si ça permet de du business. Ils se désengagent même un petit peu. Donc on est dans une situation où on est sur deux schémas et deux voies totalement parallèles, mais qui ne convergent pas pour l'instant.